L'ortie est une plante sauvage qui a elle a un statut un petit peu spécial parce qu'elle est à la fois sauvage, c'est vrai, mais très très proche des hommes puisqu'elle a toujours été utilisée. Mais elle n'a jamais véritablement été domptée, on ne l'a jamais domestiquée, on n'en a jamais fait une culture à proprement parler, bien que dans toutes les cultures, elle se retrouve présente avec des usages aussi variés que la cuisine, l'alimentation animale, la fibre textile, les médecines, et j'en oublie sans doute encore. En Europe occidentale, l'ortie, on l'a énormément utilisée dans l'alimentation animale, donc comme fourrage entre guillemets. Je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment, c'est pas une plante qu'on faisait sécher pour donner aux bêtes, c'est plutôt une plante qu'on coupait en verre pour donner sous forme de pâté à la volaille et à tout le poulailler au sens large du terme, c'est-à-dire ça incluait aussi les cochons. Donc c'était quand même un usage très, très important qui permettait d'équilibrer les rations alimentaires avant même qu'on ait recours à ces fameuses farines animales qui ont défrayé la chronique il y a quelques années et dont on connaît tout le mal qu'il faut en penser aujourd'hui. Et bien l'ortie a permis pendant des générations et des générations d'agriculteurs effectivement d'élever correctement des animaux sur la ferme. Et puis l'autre point extrêmement important pour nous, c'est l'alimentation humaine, puisque de tout temps, depuis le néolithique, on consomme l'ortie en Europe occidentale et de manière plus ou moins épisodique, mais de manière tout à fait régulière. Et malheureusement, ce qui a valu à cette plante un petit dédain, c'est le statut de plante de disette qu'elle a eu juste après-guerre, puisqu'on se retranchait vers cette plante quand on n'avait rien d'autre. On se retournait vers les plantes sauvages quand on n'avait rien d'autre. Et il y a eu un désaveu social de l'ortie. On montrait du doigt les gens qui ramassaient de l'ortie ou des coquelicots ou des pissenlits en disant « Regarde, il n'a pas su cultiver son jardin, il est maladroit, il ne sait pas bien y faire ». Donc l'ortie, comme d'autres plantes sauvages, ont connu un désaveu social à cette occasion-là et c'est tout à fait dommage. Mais je crois qu'aujourd'hui, la chose est largement contrebalancé. Ça fait près de 15 ans maintenant qu'on se bat pour réhabiliter l'ortie. Quand on a démarré, on était assez seul. On s'est cru assez seul. Finalement, d'autres personnes militaient dans ce même sens à d'autres endroits. Et la conjonction de nos efforts rassemblés au sein de l'association des Amis de l'Ortie a fait qu'effectivement, aujourd'hui, l'ortie est largement reconnue. Des tas de personnes lui consacrent des articles, même des ouvrages, des fois. Donc c'est une plante aujourd'hui qui n'a plus trop d'inquiétude à avoir quant à son devenir. L'ortie est sans doute la plante la plus riche qui soit dans notre environnement, parmi les plantes sauvages, mais aussi parmi les plantes cultivées. Ça veut dire qu'il n'y a aucun légume dans tous ceux que l'on cultive aujourd'hui qui possède la richesse en nutriments et en oligo-éléments minéraux, par exemple, en vitamines aussi, elle est très riche en vitamine C, que l'ortie. L'ortie, c'est par exemple 2 à 3 fois plus de vitamine C que l'orange. C'est beaucoup plus de fer que l'épinard, c'est du bore, élément extrêmement important, on a découvert ça tout à fait récemment en faisant faire une analyse par des laboratoires à Toulouse pour la réédition de notre ouvrage, notre best-seller Les secrets de l'ortie. C'est la 10e édition et on s'est rendu compte que cette plante contenait du bore. Or le bore est un élément, un oligo-élément minéral extrêmement important pour l'assimilation du calcium. C'est-à-dire que sans bore dans notre alimentation, on ne fixe pas le calcium qu'on absorbe, par exemple par des produits laitiers. Donc c'est grâce à l'ortie qu'on va fixer le calcium. Et ça on le savait, mais on ne savait pas exactement comment ça marchait. Et grâce à l'analyse, là on a pu comprendre le pourquoi du comment. Et toutes les analyses qu'on avait trouvées jusqu'à présent, qui étaient des analyses bibliographies, donc des copies d'analyses piochées à droite, à gauche, souvent des analyses qui venaient d'Amérique en plus, donc vous voyez où les plantes ne sont pas les mêmes que chez nous, avaient fait l'impasse sur cet élément-là. Par contre, la richesse en fer, en vitamine C, du calcium aussi, elle en contient elle-même, est extrêmement importante, plus importante que ce qu'on trouvait habituellement dans la littérature. Le problème de l'ortie, c'est qu'elle est urticante, elle pique. Donc il faut arriver à neutraliser ce caractère urticant. Donc il y a 3 méthodes, soit le séchage, soit la cuisson, 1 minute d'ébullition ça suffit, soit le hachage très très fin. Donc si on a des problèmes de santé graves, style une anémie grave à soigner, ou un convalescent qui a besoin de se remettre rapidement sur pied, qui n'arrive pas à reprendre le dessus d'une maladie grave et de longue durée, l'ortie va être tout à fait favorable. Et l'idéal, c'est de la consommer crue dans ces cas-là.
Donc on la hache finement avec un petit peu de matière grasse, un peu d'huile d'olive, un peu de fromage blanc, un petit peu de crème fraîche, enfin voilà, on la mixe avec un mixeur hyper finement et à ce moment-là elle ne pique plus. Maintenant c'est pas comme ça qu'elle est le plus savoureuse, elle reste un petit peu râpeuse sous la langue, elle n'est pas très savoureuse, donc si on n'a pas de problème de santé grave à résoudre, le mieux c'est de la cuire. 1 minute d'ébullition, ça suffit, pas plus, autrement on va perdre là aussi des éléments nutritifs. 1 minute d'ébullition, on a un plat qui est parfaitement onctueux, parfaitement très agréable à consommer. Alors, je peux donner une petite recette de soupe d'ortie toute simple. Pour 2 personnes, vous faites cuire 2 pommes de terre à l'eau. Lorsque les pommes de terre sont cuites avec de l'eau salée, vous jetez 2 poignées d'ortie, équivalent de 2 poignées d'ortie, une double poignée d'ortie dans la casserole. Vous refaites bouillir et vous comptez 1 minute. Un petit coup de mixeur, vous ajoutez un petit peu de crème fraîche, un petit peu de beurre, un petit peu de fromage râpé, selon les goûts. Chacun utilise des croûtons aillés. L'ail se marie très bien avec l'ortie. Avec ail et ortie, on faisait le beurre d'escargot autrefois. Aujourd'hui, on utilise d'autres plantes vertes comme le persil ou comme ça, mais les anciens faisaient avec de l'ortie. C'est une plante dont on extrait aussi, encore aujourd'hui, de manière artisanale et industrielle, de la chlorophylle, parce que c'est la plante qui en contient le plus. Donc vous voyez des tas d'usages alimentaires et des tas de façons de la préparer. On a à ce sujet écrit un ouvrage qui s'appelle Saveurs d'ortie, dans lequel on présente tout un menu qui, des entrées jusqu'au dessert, permettent d'accommoder l'ortie. Alors l'entrée, ça va être des petites toasts avec des crèmes d'ortie, et le dessert, le plus surprenant, qui aujourd'hui s'est répandu un petit peu partout, on retrouve des glaces à l'ortie un petit peu partout. On a été les premiers, il y a une dizaine d'années, à mettre au point ces recettes. Et une glace d'ortie, c'est très chlorophylien, mais avec un petit coulis de chocolat dessus ou un coulis de fruits rouges, c'est somptueux. En alimentation humaine, il a été prouvé par le professeur Morel, qui était un chercheur qui a mis en évidence les propriétés antioxydantes des plantes. Il s'est intéressé à une plante sauvage parce qu'il entendait partout parler de l'ortie. C'était la fin des années 90, là, quand on faisait beaucoup l'ortie était très et présentait beaucoup d'intérêt pour les médias. Ça l'a interpellé de savoir qu'on parlait beaucoup d'ortie. Il a fait les mêmes essais qu'il faisait pour les légumes antioxydants, il l'a fait pour l'ortie. Une seule plante sauvage, c'est l'ortie. Et il s'est rendu compte que les propriétés antioxydantes de l'ortie dépassaient de loin celles du meilleur des légumes, qui est le poivron. Donc, les propriétés antioxydantes des légumes, c'est quoi? C'est ce qui permet à notre organisme de se régénérer. Cellules de se régénérer. Si on ne mangeait que des frites et que des fritures, il y a un moment où, et très vite, on deviendrait obèse, on aurait des problèmes de santé et notre espérance de vie fondrait comme peau de chagrin. Au lieu d'être de 75 ou plus, elle serait de 35 ans. Mais grâce aux antioxydants, c'est-à-dire une simple salade verte mangée avec un plat de frites, permet de contrebalancer l'effet négatif des frites. Et bien l'ortie va être 3-4 fois plus antioxydante que la simple laitue ou que le poivron. Donc vous voyez encore une propriété tout à fait étonnante, tout à fait démontrée. On a eu le professeur Morel en conférence à Hortifolie il y a 2-3 ans, et il venait tout juste de faire cette découverte. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait récent. Il a écrit un livre à ce sujet et c'est tout à fait passionnant. Là encore, on se rend compte que la mémoire populaire nous avait transmis des valeurs sur cette plante-là, dont on se disait oui, c'est bien, c'est les anciens qui le disent, tout ça, mais on n'avait pas la preuve scientifique. Aujourd'hui, on a la preuve scientifique que leur intuition était véritablement fondée sur une véritable réalité. Les propriétés de l'ortie au jardin, donc elles sont multiples et variées. Déjà, des chercheurs se sont rendus compte que si on mettait des orties en culture à côté d'autres plantes, les plantes aromatiques, elles renforçaient leurs propriétés. Du thym avec des orties, le thym va produire beaucoup plus d'huile essentielle que si les orties n'étaient pas là. Donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Une poignée d'orties fraîches, mises dans le trou de plantation des pommes de terre ou des tomates, permet d'éviter l'apparition des maladies comme le mildiou ou la fusariose. Et puis après, l'un des usages les plus répandus aujourd'hui, c'est la transformation en extrait fermenté, ce qu'on appelle entre guillemets le purin d'ortie. On n'aime pas du tout utiliser ce terme-là. Pourquoi? Parce que purin, ça donne une idée tout à fait fausse du produit, qui est liée à un mauvais usage de ce produit-là qu'on a fait pendant longtemps, y compris les agriculteurs bio, où on faisait macérer pendant des mois les orties dans de l'eau et on obtenait un vrai purin avec des petites larves qui étaient les mêmes larves que celles que l'on retrouve dans les fosses septiques par exemple. Donc ça donne une idée de la nature du produit qu'on faisait. C'est un produit qui était complètement dénaturé
qui n'avaient plus vraiment ses vraies raisons d'être et pour lesquelles on ne retrouvait pas non plus les bons effets lorsqu'on l'utilisait dans le jardin. Ça ne faisait pas de bien, ça ne faisait pas de mal, on n'en savait rien, on ne voyait rien. Alors quand on fait vraiment bien le purin, quand on le soutire au bon moment, à la fin de la fermentation, c'est-à-dire 6, 8, 10 jours maximum après la mise dans l'eau, 1 kg de plante pour 10 litres d'eau, petite recette toute simple, on pourra compléter les recettes ensuite, et bien on se rend compte qu'on a un produit qui n'est pas du tout nauséabond, qui sent au pire l'urine de vache. C'est vrai que ça ne sent pas la rose, mais ça ne doit pas être nauséabond, ça ne doit pas vous rejeter, ça ne doit pas être répugnant. Et à partir de ce moment-là, on a un produit qui est extrêmement intéressant parce que c'est un phytostimulant. Le purin d'ortie ou l'extrait d'ortie n'est ni un engrais, ni un insecticide, ni un désherbant. 3 choses qu'on a longtemps mis en avant pour défendre ce produit-là. On sait aujourd'hui que ce n'est rien de tout ça. C'est un phytostimulant, c'est-à-dire à l'instar des alicaments qu'on peut retrouver dans l'alimentation humaine. C'est un nutriment qui va renforcer les défenses immunitaires des plantes. Elles vont résister beaucoup mieux aux attaques des agresseurs, en particulier des parasites, champignons, etc. Et elles vont pousser plus vite, elles vont être en meilleur équilibre avec leur milieu, elles vont mieux se nourrir. Parce que dans le purin d'ortie, c'est aussi beaucoup d'enzymes, de bactéries qui favorisent, qui jouent sur la plante, mais qui jouent aussi sur le sol, qui vont redynamiser la vie microbienne du sol et favoriser les échanges entre le sol et la plante. La guerre de l'ortie, elle est née lorsque l'administration s'est rendue compte que des artisans commençaient à faire du commerce avec des produits qui n'étaient référencés nulle part. Les industriels s'en sont aussi inquiétés parce qu'ils ont vu dans ce phénomène-là une concurrence déloyale. Donc ils ont demandé à l'administration de faire une loi qui permettait de mettre dans le même sac toutes les préparations naturelles que l'on appelle aujourd'hui préparations naturelles peu préoccupantes et les produits chimiques. Et ils voulaient imposer aux préparations naturelles qui étaient utilisées de longue date, qui étaient issues des savoirs traditionnels et populaires, ils ont voulu imposer les mêmes normes qu'aux produits chimiques. Et à partir de ce moment-là, ces produits n'avaient plus aucune possibilité d'exister parce que les sommes qu'il fallait dépenser pour faire homologuer ces produits étaient complètement faramineuses. Ça veut dire que c'était priver les agriculteurs bio, parce que beaucoup se fabriquent eux-mêmes ces produits-là, de leur propre outil de travail. Il y a peut-être 98-99% des produits utilisés en agriculture biologique qui ne bénéficient pas d'homologation parce que ce sont des produits naturels qui ont toujours été utilisés. Et donc la tradition, l'habitude les a imposés sans qu'on ait besoin d'aller prouver par A plus B qu'ils étaient efficaces ou pas. On les utilise, ça marche, donc on continue de les utiliser. C'est le consommateur qui fait le tri. C'était en l'occurrence l'agriculteur ou le jardinier qui faisait le tri. Alors l'administration a voulu se mêler de ça en faisant une loi hyper restrictive, en mettant tout dans le même sac, d'où effectivement le déclenchement de la guerre de l'ortie. Il n'y aurait eu que la loi, on aurait pu ne pas trop s'inquiéter, puisqu'il y a beaucoup de lois absurdes qui existent dans le cadre législatif français. Malheureusement, cette loi a été mise en application, en particulier par la DGCCRF, qui dépend du ministère des Finances, et la Direction de protection des végétaux, à l'encontre d'un de nos amis qui est co-auteur avec moi-même et Jean-Paul Colère de ce fameux ouvrage qui a défrayé la chronique Purin d'ortie et compagnie. Les inspecteurs sont allés chez lui pour lui interdire de donner à ses stagiaires des recettes traditionnelles pour des produits qui ne seraient pas homologués. Donc partant de là, l'administration se défendait de vouloir s'attaquer à la transmission des savoirs, aux savoirs traditionnels. Elle se défendait de vouloir empêcher les jardiniers de se donner de l'extrait d'ortie les uns aux autres. À partir du moment où on a vu que l'administration nous mentait et qu'elle était capable de passer à l'acte et effectivement d'interdire tout ça. Parce que la loi dit textuellement qu'on n'a pas le droit de donner à son voisin un produit s'il ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché. Ce qui est typiquement le cas de l'extrait d'ortie. Ce qui est typiquement le cas de la plupart des produits naturels peu préoccupants. Donc là, effectivement, il y a eu un gros mouvement de soutien à notre action aux Amis de l'Ortie et on a réussi à faire reculer le gouvernement grâce aux députés qui ont voté un amendement dans le cadre de la loi sur l'eau, c'était en décembre 2006. Et depuis, on travaille avec le gouvernement pour essayer de définir un décret qui permettrait de sortir nos préparations naturelles peu préoccupantes du cadre de cette loi,
Depuis, malheureusement, on a l'impression, la très nette impression que l'administration nous mène en bateau. Elle laisse pourrir la situation. Ce décret, on n'arrive pas à le voir sortir. Pourtant, on a validé un texte qui a fait consensus avec toutes les associations de protection de la nature, les producteurs, l'administration elle-même, les industriels qui voulaient nous mettre des bâtons dans les roues. Tout le monde s'est dit favorable à ce texte et 2 ans après, on n'a aucune nouvelle de ce texte. Et on sent très bien que c'est un combat qui va mettre des années avant d'aboutir. S'il aboutit un jour, rien n'est moins sûr, parce qu'effectivement, ce que cherchent les industriels, c'est à gagner du temps aujourd'hui pour arriver à breveter des formules, des formulations, et c'est pas impossible que dans 1, 2 ou 3 ans, on voit sortir sur le marché des produits à base d'ortie, qui ne seront pas de l'extrait d'ortie ou du purin d'ortie, mais qui pourront très bien porter le nom. Il suffirait que quelqu'un le dépose d'ailleurs, c'est pas du tout impossible, pour essayer effectivement de récupérer toutes ces parts de marché que les industriels ont eu peur de voir partir ailleurs. Aujourd'hui, on peut effectivement acheter de l'extrait d'ortie ou du purin d'ortie. C'est toujours possible parce que ces produits bénéficient d'une tolérance. Mais la loi peut être appliquée du jour au lendemain. Ça a été le cas au printemps encore chez Jean-Claude Chevalard, chez un autre ami aussi agriculteur qui détenait des produits fraisiculteurs en Dordogne, a eu un contrôle de la DGCCRF où on lui a interdit d'utiliser ces produits sur ses cultures. Donc bien sûr là, un petit coup de fil au ministère, puisque aujourd'hui on a nos relations au ministère, ça suffit pour calmer et pour ne pas réveiller une 3e guerre de l'ortie. Mais c'est vrai qu'on est toujours à la merci effectivement d'un excès de zèle d'un fonctionnaire. C'est très désagréable. Et puis si la loi se durcit, si ce décret ne passe pas, s'il est rejeté par le Conseil d'État par exemple, ben effectivement la loi qui reste, la seule loi existante aujourd'hui, elle interdit la fabrication du purin d'ortie par l'agriculteur, elle interdit de donner à son voisin un produit non homologué, etc. etc. On est dans un système éminemment répressif et complètement antidémocratique et aujourd'hui malheureusement seule cette loi est valable. C'est pour ça qu'on continue de se battre et de se défendre et c'est pour ça qu'effectivement je ne peux qu'encourager le citoyen à consulter le site des Amis de l'Ortie pour effectivement se tenir au courant de cette affaire, parce que contrairement à ce que tout le monde croit, rien n'est réglé. Beaucoup de gens croient que la guerre de l'ortie c'est fini, c'est réglé, qu'on peut vendre de l'extrait d'ortie parce qu'effectivement ils arrivent à en trouver dans la grande surface, mais c'est absolument pas le cas. On ne fait que bénéficier d'un flou juridique et d'une tolérance administrative. Donc c'est absolument pas acceptable aujourd'hui. D'où d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait aux éditions de Terran un petit film qui s'appelle L'ortie fait de la résistance, qui fait un petit peu le bilan de toute cette histoire et qui reprend justement historiquement par le détail toute l'évolution de cette affaire et qui donne aussi des tas d'éléments aux citoyens pour utiliser l'ortie le plus possible et surtout transmettre ce savoir chacun autour de soi. Moi je crois très fort au travail que l'on peut faire par le citoyen et par la base jusqu'à imposer à nos politiques effectivement des points de vue qu'ils ne veulent pas entendre. Ils sont assez autistes dans leur comportement et on l'a vu pour la guerre de l'ortie, c'est parce que tous les députés ont reçu des courriers émanant de leurs citoyens qui ont pris le taureau par les cornes et qu'ils avaient voté cet amendement en décembre 2006, il faut faire pareil. Si tout le monde se met à utiliser du purin d'ortie et si on est convaincu que sans ça, effectivement, on ne peut pas travailler, que les agriculteurs bio disparaissent, on ne peut pas d'un côté prôner l'agriculture bio et encourager l'agriculture bio en disant voilà, en 2010 ou en 2020 ou en 2018, il doit y avoir X% du territoire français en agriculture bio et ne pas donner les moyens aux agriculteurs bio de travailler. Il y a un paradoxe et une aberration même de discours qui est tout à fait inacceptable et que nous continuerons de dénoncer tant que cette histoire ne sera pas réglée.